Une étude de la recombinaison des radicaux R pour former l'espèce stable R2. Donc R2, si ça R2 dissocie, ça se dissocie en R plus R. Et là, c'est la réaction inverse. La réaction inverse, recombinaison des radicaux R pour donner des R2. Alors, cette étude cinétique conduisait au résultat suivant, donné dans le tableau, où à la première ligne, c'est le temps en microsecondes, mu seconde, c'est microsecondes, et en bas, vous avez la concentration de radicaux R en 10-5 mol par litre. À la lumière de ces résultats, peut-on proposer que cette réaction est élémentaire et détailler votre raisonnement? Alors, on a deux choix de procéder ici. Soit utiliser une méthode graphique ou bien en utilisant le temps de mes réactions. Mais tout d'abord, relisons la question. On vous demande de vous baser sur ces résultats pour voir si cette réaction est élémentaire ou pas. Donc ça, c'est un point important. Soit la question demande ça. Voilà, laissez-moi changer de couleur. Rouge. Voilà. La question vous demande ça. Alors, qu'est-ce qu'une réaction élémentaire? Une réaction élémentaire est élémentaire si l'équation stéchiométrique reflète un événement de collision au niveau moléculaire. Et donc, par conséquent, dans ce cas-là, les ordres de la réaction par rapport au réactif devraient être égales au coefficient stéchiométrique de ces réactifs-là. Alors, si cette réaction est élémentaire, je cherche une couleur, oui, voilà. Si cette réaction était élémentaire, eh bien, elle serait de quel ordre, là? Eh bien, elle serait d'ordre 2, puisque ça, c'est en fait ça, là. C'est 2R, n'est-ce pas? Donc, le coefficient stéchiométrique est 2. Donc, le coefficient stéchiométrique est 2 ici. C'est ça? Hein? Donc, écrivons ça tout de suite. Si la réaction était élémentaire, eh bien, l'ordre de la réaction par rapport à R devrait être forcément 2. N'est-ce pas? Qui est le coefficient stéchiométrique de R dans l'équation stéchiométrique de cette réaction. On avait écrit explicitement comme R plus R, juste pour vous voir que c'est une collision entre deux, une rencontre, une recombinaison de ces deux radicaux, de ces deux R là, hein, pour former du R2. Voilà. Donc, c'est ça. Hein. Donc, on va devoir montrer, en d'autres termes, si l'ordre de cette réaction est de 2 ou pas. Là, si la réaction était de 2, n'est-ce pas? On va devoir trouver soit une signature graphique, comme on avait trouvé tout à l'heure dans le problème précédent. Ou sinon, on doit trouver un temps de demi-réaction qui varie en proportion inverse de la concentration du réactif R. Alors, je vous propose, simplement parce que c'est plus simple de le faire que d'essayer d'inverser ce grand R et puis porter ça en graphique, c'est ce que vous pouvez faire aussi d'ailleurs. Hein. Faites-le, utilisez par exemple Excel ou un programme ou bien faites-le à la main, c'est comme vous voulez là. Hein. Inversez
ces données de concentration pour obtenir 1 sur la concentration de R et porter ça graphiquement en fonction du temps pour voir si ça donne une droite. Okay? Qui est la signature graphique d'une réaction d'ordre 2. Ou encore, ce qu'on peut faire, c'est utiliser l'autre signature d'une réaction d'ordre 2, une signature par le temps t1,5. Alors voyons si les données nous permettent de faire ça. On partait d'une concentration initiale ici de 7,14. La moitié de 7,14, c'est 3,57. N'est-ce pas? 7,14 divisé par 2, c'est 3,57. Mais 3,57 est là. Donc, de là à là, là. Ou plutôt de là à ce temps-là. C'est un temps t1,5. Pour cette concentration prise comme concentration initiale. D'accord? Donc, je peux écrire que t1,5, c'est pour le premier cas. D'ailleurs, je vais utiliser des couleurs différentes pour indiquer ça. t1,5 ici est égal à 104,7 moins 31. Alors, ça me fait 73,7. Ça fait donc 73,7 microsecondes, c'est même pas du millisecondes, c'est des microsecondes là. D'accord? Alors, si vous prenez ce T1,5 là, fois la concentration initiale du réactif là, la concentration initiale étant de 7,14, laissez-moi calculer ça, n'est-ce pas? Donc 73,7 fois 7,14. C'est 526. 526 en quelle unité? Le temps c'est ici millisecondes et la concentration c'est 10-5 mol par litre comme unité. On va laisser ce facteur 10-5 là. 526 dans cette unité là. Alors regardons encore les autres données. Ici vous avez 5,12. Voilà, en bleu, 5,12. Ok, c'est pas grave si j'utilise la même couleur. 5,12 divisé par 2, ça fait 2,56. N'est-ce pas? Qui est là. « 2,56. Et donc, ça, c'est un temps de demi-réaction aussi. Alors, calculons ce temps de demi-réaction pour ce cas-là. Appelons ça temps de demi-réaction pour le cas 2 où l'on partait de ça comme concentration initiale pour aboutir à ça là, qui est la moitié de ça. N'est-ce pas? Alors, c'est 162,8 dont je soustrais 60. Donc ça fait 102,8 microsecondes. Donc vous voyez que le temps de demi-réaction n'est pas constant là. Le premier temps de demi-réaction est 73,7 microsecondes. Le second temps de demi-réaction qu'on avait trouvé ici, c'est 102,8 microsecondes. Donc ça s'est allongé parce que la concentration initiale ici est plus petite que l'autre concentration initiale.
est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça varie en proportion inverse de la concentration initiale? Alors, pour voir ça, calculons le produit de ça avec cette deuxième concentration initiale là. Donc, R, à ce temps-là, appelons ça un R0, qui est une concentration initiale pour le cas de... Voilà. Alors, ça fait donc 102,8 microsecondes, d'accord, fois 5,12. 10-5 mol par litre. 10-5 mol par litre, n'est-ce pas? Alors, ça fait, je vais effacer ça tout à l'heure, donc, fois 5,12. Pour utiliser les mêmes unités que tout à l'heure, ça me donne, vérifiez ça vous-même, mais moi j'ai trouvé ici, là, 526,3. Voilà. Encore une fois, millisecondes fois, microsecondes, je m'excuse, microsecondes fois 10-5 mol par litre. C'est la même chose que ça. Donc, il y a une constance dans le produit T1,5 avec la concentration initiale du réactif. Ce produit-là donne 526 microsecondes, 10-5 mol par litre. Donc, 526, 10-5 microsecondes fois mol par litre. Voilà. Vérifions ça avec, voyons s'il y a d'autres cas. Alors, si vous partez de 4,29, qui est 4,30 au fond, la moitié de ça, c'est 2,15. Donc, vous voyez que ce temps-là, c'est un autre temps de demi-réaction. Appelons ça T1,5, mais le troisième, là, le T1,5, le deuxième, c'est en bleu. J'ai écrit cela tout à l'heure. Alors, que vaut T1,5, le troisième T1,5? Eh bien, troisième T1,5, c'est 202,7 moins 80. Alors, ça m'a donné 122,7. J'arrondis à 123 microsecondes. Calculons encore une fois le produit de ça avec la concentration initiale de R pour le troisième cas. C'est quoi cette concentration initiale de R pour le troisième cas? C'est 4,29 ici. Alors, donc, je prends 123 microsecondes, je multiplie avec 4,29, je multiplie avec 4,29, j'obtiens 526,338,4, voilà, encore une fois, fois 10-5, hein, ce qui était dans l'unité ici, microsecondes, mol, c'est ça qui importe là. Voilà. Hein. Alors donc, on a vérifié que 3 T1,5, on a pu identifier 3 T1,5 dans ces données-là. Et ces T1,5 s'allongent au fur et à mesure que la réaction avance. Et de telle sorte que le produit de ce T1,5 avec la valeur de la concentration considérée comme concentration initiale dans cette identification est toujours constant et vaut 526 et quel 10-5 microsecondes mol par litre. Donc on a constance de T1,5, constante T1,5, donc conclusion ou bien observation, conclusion, T1,5 fois R0
0 est constante, est 526 et quelques, hein, 10 moins 5 microsecondes, monde par litre. C'est une constante, hein? Donc, ça veut dire que T1,5 varie en proportion inverse de R0 avec une constante là en bas, en haut, cette constante étant cette valeur-là. Alors, donc, on conclut que la réaction est du second ordre, n'est-ce pas? Hein? Donc, la réaction est bien du second ordre. C'est-à-dire que, effectivement, la réaction a de bonnes chances d'être élémentaire, puisque la réaction a un ordre qui est égal, voilà, au coefficient stéchiométrique de ce réactif. Ça, c'est la conclusion. Ordre 2. Je veux faire avec vous un dernier problème. C'est un peu long, mais c'est très intéressant et ça va vous permettre de bien faire votre devoir et vous préparer aussi pour que le test de vendredi prochain. Alors, l'énoncé du problème 12 est ceci. En solution aqueuse acide, le propane 2-ol, c'est un alcool qui est celui-ci. Laissez-moi utiliser le pointeur. Hein? Donc, ça, c'est le propanol, propane 2-ol, noté A, on va désigner ça A. Voilà. En milieu aqueuse acide, donc il y a des protons qui participent à la réaction. Et continuons à lire. En solution aqueuse acide, le propane 2-ol est oxydé en propanone. Et ça, c'est une cétone, par l'ion HCrO4-, qu'on va dénoter B, c'est ça là, selon cette réaction-là, réaction stéchiométrique. Il est connu que la vitesse de cette réaction suit une loi simple et est indépendante de la concentration des produits. Dans une étude cinétique conduite à 313 Kelvin, on a réalisé 2 expériences. Dans la première expérience, on va s'occuper de ça d'abord. Partant des conditions initiales suivantes, regardez bien, la concentration initiale de B est 10-3 moles par litre, celle de A est de 0,1 moles par litre, celle de H+, 0,27 moles par litre. On a obtenu les résultats suivants, qui sont donnés dans ce tableau, avec le temps à la première rangée, la concentration instantanée de B fois 1000 en moles par litre, donc par exemple c'est 1,1 à la moins 3 moles par litre. Hein, ça c'est la concentration initiale, et au bout de 10 minutes, c'est chuté à 0,88 10-3 moles par litre. Au bout de 20 minutes, il reste 0,68 10-3 moles par litre de B, ainsi de suite. Et on vous demande de montrer que la réaction est d'ordre 1 par rapport à B, qui est HCrO4-. Alors, occupons-nous de cette question d'abord. D'accord? Alors, à quoi ça correspond, ces conditions-là? Eh bien, si vous analysez ça, vous regardez ça attentivement, cette concentration de B est bien plus faible que la concentration initiale de A ou bien de H+. C'est 100 fois plus faible que la concentration initiale de A. Hein? Donc, voilà, ou bien de H+. Voyez-vous? Donc, ça veut dire que on a A, hein, l'espèce A ici, et H+ en excès. Suffisamment en excès pour que vous puissiez considérer qu'au cours de la réaction, les concentrations de ces 2 espèces-là,
l'alcool et H+ ici ne varient pas beaucoup, donc ces concentrations vont garder leur valeur là. Donc, elles sont constantes, quoi. Quelle méthode est-on en train d'utiliser? Eh bien, c'est la méthode de dilution d'Ostwald, ça. Ou bien la méthode d'isolation d'Ostwald. Donc, écrivons ça tout de suite. Donc, ça là. On a concentration initiale de 1,0 et de H+. Les deux, hein, sont bien plus grands que la concentration initiale de B0. Donc, c'est méthode d'isolation. d'Ostwald. Qu'est-ce qu'on isole? Eh bien, on est en train d'isoler B. La dynamique de la réaction par rapport à B. Le comportement de la réaction par rapport à B en faisant ça. N'est-ce pas? Hein? Revoyez les vos notes là. Alors, maintenant, les données, hein, dans ce cas-là, donc ici, c'est comme si c'est une réaction qui ne fait intervenir que B. Hein, et on ne connaît pas l'ordre de la réaction par rapport à B. Donc, on a une réaction, loi de vitesse apparente. Pour B, puisqu'il n'y a que du B qui apparaît maintenant. Donc ça, c'est moins 1/2, n'est-ce pas? Le coefficient stéchiométrique de B, c'est 2 là. Moins 1/2 dB dt est égal à une certaine constante de vitesse effective, appelons ça K', par exemple, fois la concentration de B à une certaine puissance que l'on connaît pas encore. Alors laissez-moi mettre ça avec une certaine couleur. Oui, autre que le rouge là. Donc c'est mu B. Hein? Et ça c'est une inconnue. Mu B est égal à quoi? Voilà. Ok? Et la question vous demande de vérifier, hein, que ce mu B là est égal à 1, n'est-ce pas? Montrer que la réaction est d'ordre 1 par rapport à B. Donc ça veut dire que, hein, que mu B devait être trouvé égal à 1. On vous souffle le résultat là. Alors, comment est-ce qu'on peut vérifier ça? Eh bien, on a ces données, hein, parce qu'on doute que mu B est égal à 1, c'est-à-dire que c'est une réaction du premier ordre. On peut, par exemple, opter pour une approche, une méthode graphique. Dans tel cas, on va devoir calculer le log népérien de cette concentration de B divisé ou non par sa valeur initiale et porter ça graphiquement en fonction de T pour obtenir une droite qui indiquerait à ce moment-là que la réaction est d'ordre 1. N'est-ce pas? Signature graphique d'une réaction d'ordre 1. Ou sinon, on peut essayer, hein, d'utiliser la méthode de temps de demi-réaction. Alors, est-ce qu'on a des données pour les temps de demi-réaction? Alors, considérons tout de suite le premier temps. Là, je vais commencer avec une couleur ici, bleu par exemple. Ce premier temps, 1,1. Je m'excuse. Cette première concentration, hein, considérée comme concentration initiale, 1,1 10-3 moles par litre. Ou bien 1,1. Si on se réfère à 1000 fois cette concentration de B, hein, initiale, 1,1 moles par litre. Alors, la moitié de ça, c'est 0,55. C'est trouvé ici. Et le temps de demi-réaction est de 30 minutes. Ça va? Donc, ce
ça c'est un premier temps de demi-réaction. T1 demi 1, si vous voulez, égale à 30 minutes. 30 minutes. OK? Maintenant, vous pouvez essayer d'identifier d'autres paires. Regardons par exemple 0,88, est-ce qu'il y a la moitié de ça? Mais oui, 0,43 ici, 0,44. Faut pas oublier que il y a des bas d'erreur dans ces données expérimentales là. Donc on passe de 0,88 à 0,44 ici, 0,43 et quelques, hein, et ça correspond à un laps de temps qui correspond à un temps T1,5 ici. Donc de là à là, c'est aussi un T1,5. Que vaut ce T1,5? Appelons ce T1,5 2, hein, puisque c'est le deuxième cas là, qu'on est en train d'identifier dans ces données-là. Alors, c'est 40 moins 10. Ça fait donc 30 minutes. Tout à l'heure, on avait déjà trouvé 30 minutes. Là, ça continuait 30 minutes. Donc, ça indique que la réaction est effectivement d'ordre 1. Mais ne nous pressons pas. Nous, continuons à voir s'il y a d'autres. Il y a moyen de vérifier ça. Donc, de là à là, 0,68 à 0,34. C'est clair que la concentration, cette concentration, vue comme concentration initiale, a diminué de moitié quand on se rend jusqu'ici, là. Donc, là, vous avez un troisième temps T1,5 ici, pour, je m'excuse. Oui. Ce troisième T1,5, le troisième ici, est égal à combien là? Tenez, 30 minutes moins 20. C'est donc, je m'excuse, 50 minutes moins 20. C'est donc 30 minutes, encore une fois. Donc, on a bien constance de T1,5. On peut conclure, donc maintenant, avec, hein, voilà, T1,5 égale à 30 minutes, hein, et indépendant de la concentration initiale de B. Pour ce problème de cinétique réduit à B là. Donc, par conséquent, on conclut que là, je peux effacer le point d'interrogation pour mettre la valeur de ça. N'est-ce? Alors, mu B est égal à 1. Voilà, et on a répondu à cette question-là. La réaction est bien d'ordre 1 par rapport à B. Deuxième question. Dans la seconde expérience, on parle des concentrations de A et B en proportion stéchiométrique. Hein? Donc, initialement, la concentration initiale de A, c'est 0,015 mol par litre. Quand on dit c'est des conditions de concentration en proportion stéchiométrique, ça implique alors que la concentration initiale de B est de 0,010 mol par litre, car la stéchiométrie de la réaction, revenons à la réaction, c'est pas cette réaction. Voilà, la stéchiométrie de cette réaction. Voici la réaction. Hein? Vous avez 2B plus 3A, n'est-ce pas? Donc, à chaque fois que vous avez 2 moles de B, oui, de consommé, par exemple, il y aurait 3 moles de A de consommé, n'est-ce pas? Hein? Et de sorte que, à tout temps, la concentration de B est toujours égale à 2/3 la concentration de A. Hein? En partant ici, la concentration de B est égale à 2/3, n'est-ce pas, la concentration initiale de A. Et, à tout temps, par cette stéchiométrie, la concentration de B
va être toujours égal à 2 tiers fois la concentration de A. C'est-à-dire que les conditions initiales où les concentrations de A et B sont en proportion stéchiométrique impliquent que ces concentrations de A et B continuent à être, va préserver ce caractère-là de proportion stéchiométrique à tout temps. Voilà. Ça, il faut souligner. Soulignons ça. À tout temps. Et cette fois-ci, ce sont les ions H+, qui sont largement en excès. Cette fois-ci, c'est H+, qui sont largement, mais largement en excès par rapport à A et à B. Ce qui veut dire que la cinétique va se réduire à une cinétique dans laquelle on peut ignorer du 1. Voilà. On peut ignorer du 1. Alors, écrivons, je crois que je vais prendre un crayon plus mince là. Donc, écrivons l'équation de vitesse pour, encore une fois, pour B. Ça fait moins 1/2 dérivée de B par rapport au temps est égal à 1. K fois, vous pouvez appeler ça K secondes par exemple pour distinguer de ce K prime. D'accord? C'est un K qui incorpore la concentration initiale de H+ dedans parce que cette concentration, la concentration de H+ est constante tout au long de la dynamique. D'accord? Alors, vous avez la concentration de A élevée à une certaine puissance mu A fois la concentration de B élevée à quelle puissance? Élevée à la première puissance, puisque on sait, on avait déjà montré que la réaction est d'ordre 1 par rapport à B. D'accord? Alors, donc, on a une équation de vitesse comme ceci. Mais là, on a la concentration de A. On aimerait bien pouvoir remplacer la concentration de A en termes de la concentration de B pour arriver à une équation de vitesse effective pour B. Alors, je vais écrire ici, mais peut-être je vais devoir utiliser voilà, c'est bon. Un trait plus gros là pour que ça fait pâle. Ça fait donc moins 1/2 dérivée de la concentration de B par rapport au temps est égal à 4 secondes. La concentration de A, voyez-vous, est toujours égale à 3/2 fois la concentration de B, n'est-ce pas? Donc, laissez-moi écrire ça comme ceci. 4 secondes. Vous avez 3/2. Je vais laisser... Oh, peut-être je vais changer de couleur ici pour vous. Non, tout à l'heure, 3/2 fois la concentration de B. Ça, c'est la concentration de A, n'est-ce pas? Élevée à la puissance mu 1 fois la concentration de B, qui est celle-ci là, à la première puissance, puisqu'on avait déterminé tout à l'heure que la réaction est d'ordre 1 par rapport à B. Laissez-moi utiliser un lasso pour montrer que, pour vous dire que ceci là vient de ça. Que la concentration de A est égale à 3/2 fois la concentration de B. Donc on peut remplacer la concentration de A par la concentration de B comme ça. Alors, ce qui fait que l'équation de vitesse devient quelque chose qui, en rassemblant 3/2 avec K secondes, ça fait un certain K, fois concentration de B à la quelle puissance? À la puissance mu 1 plus 1. À la puissance mu 1 plus 1.
Alors, c'est quoi l'inconnu du problème? C'est quoi le problème? C'est quoi l'inconnu du problème? Eh bien, l'inconnu du problème est de déterminer ça là. C'est lui l'inconnu du problème. Ça, c'est inconnu. Ça, c'est l'inconnu du problème. Et on veut déterminer ça. Hein? On veut déterminer ça en utilisant les données de cette deuxième expérience-là. Ça, dans cette expérience, on réalise la réaction avec ces deux concentrations en proportion stéchiométrique en maintenant les ions H+, largement en excès, et on a obtenu les résultats suivants. Les résultats sont ici, et on nous demande de déterminer mu A et de montrer que mu A est égal à 1 aussi. Ok? Alors regardons ça. Vous avez les concentrations de B. Hein, on est en train de résoudre un nouveau problème de cinétique pour B. Tout à l'heure, là, on avait déjà résolu un problème cinétique pour B, mais ça, c'était pour déterminer mu B égale à 1. On refait une expérience, c'est toujours en termes de B, c'est toujours B qu'on est en train de suivre. Mais B et A se suivent ici. Suivre A, c'est comme suivre B, parce que les deux sont en proportion stéchiométrique. Et on continue à se concentrer sur B, et cette fois-ci, on va devoir, trouver quoi? Si mu A est égal à 1, parce que c'est ça qui est demandé dans l'énoncé. Si mu A est égal à 1, mu A plus 1 c'est 2. Donc dans ce cas-là, B va devoir se comporter comme si c'est une réaction d'ordre 2. Alors c'est quoi la signature d'une réaction d'ordre 2? Eh bien, le graphique de E1 sur la concentration de B, en fonction du temps, doit être une droite. Ça, c'est la signature graphique. Ou bien encore, que le temps de demi-réaction, le temps dans lequel une concentration quelconque, considérée comme concentration initiale de B, aurait diminué de moitié, dépend de cette concentration initiale, d'accord? Et ça en dépend comme une proportion inverse de cette concentration initiale. Alors, essayons d'identifier s'il y a des temps de demi-réaction dans ce tableau-là. On part ici de ça comme concentration initiale. Ça, 1 10 moins 2 mol par litre. On va ignorer 10 moins 2, c'est le même facteur. Donc c'est 1. Quand est-ce que ça, où est-ce qu'on va la moitié de ça? C'est ici. Donc, quel temps a-t-on? Donc, on a un T1 demi 1. Ça, c'est la première expérience. T1 demi 1 qui est égal à 100 moins 0. Donc, 100 minutes. D'accord? Ensuite, autre couleur. 0,88. Est-ce qu'il y a un 0,44? Mais oui, bien sûr, ici, là. Et ça donne une deuxième instance, un deuxième problème, une deuxième expérience de T1 demi. Alors, dans cette deuxième expérience de T1 demi, le T1 demi trouvé, appelé T1 demi indice supérieur 2, là, est égal à combien? C'est 121 moins 10. Ça fait 111 minutes. Faisons un troisième cas, et je crois que ça suffirait comme ça. D'accord? Prenons, voilà, 0,70, 0,69 ici, là, et 0,35, n'est-ce pas? La concentration diminue de moitié. Et ça, c'est la troisième expérience. T1 demi 3, c'est un peu pâle la couleur que j'ai choisie là. C'est combien? 182 moins 40. 182 moins 40. Laissez-moi utiliser une couleur légèrement plus foncée. Peut-être celle-là. D'accord? Donc voilà, égale 1. Voilà, c'est mieux.
égale 182 moins 40, c'est 142 minutes. Alors, tout de suite, calculons ici le produit de ça avec, donc, T1 demi, 2 ici, non, c'est 3. T1 demi 3 fois la concentration initiale qui est 0,69. Et ignorons le reste là. Hein. Et on veut juste regarder la valeur numérique. On s'occuperait même pas des unités. C'est à une certaine unité. La même unité partout là. Donc ça me fait 142 hein, fois 0,69. Voilà. Et j'obtiens 97,9 dans une certaine unité. D'accord? Je vais mettre comme ça. D'accord? Alors, pour le quart vert, ici, c'est 111 fois 0,88. Alors, ça m'a donné 97,6 dans la même unité. Même unité que j'indique par ça là. Même unité. D'accord? Hein? Je n'ai voilà, c'était 1,5 fois la concentration initiale du réactif B là, B0 pour la deuxième expérience. Hein? Ça vaut ceci. 97,6. Tout à l'heure, c'est 97,9. Là, c'est 97,6. Et pour la première expérience, finalement, changeons de couleur. Ici, bleu. Écrivons ça. Non, c'était quelle couleur? Voilà, c'est ça. Un peu plus... Voilà. Donc, multiplier ça par la concentration initiale de B pour 1. Voilà, je suis en train d'indiquer le produit. Et ça m'a donné, alors, 100 minutes, 100 fois, c'est 100 fois 1. 100 fois 1, c'est donc 100. 100 dans la même unité. Toujours dans cette même unité. Hein, dans cette même unité-là. D'accord? Alors, c'est 97,9, 98, 98, 100. Hein, c'est dans en tenant compte des imprécisions expérimentales, on peut conclure que le temps de demi-réaction pour cette expérience-là, pour B, varie en proportion inverse de la concentration de B. Parce que le produit de ce temps de demi-réaction avec la concentration initiale de B est toujours égal à une constante qui est à peu près 100 dans cette unité-là. Donc, hein, ça indique bien que la réaction est d'ordre global, c'est-à-dire mu A plus 1 est égal à 2. Ça, mu A plus 1 est égal à 2. Ça, on conclut que hein, il manque d'espace ici, là. Hein. Donc, hein, on conclut donc que mu 1 plus 1 que mu 1 plus 1 est égal à 2. C'est-à-dire que mu A est égal à 1 et on a répondu à cette question-là.